Bonjour et bienvenue à cette webconférence proposée par les 5 caisses régionales de Crédit Agricole d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous vous proposons une série de 5 webconférences pour parler des enjeux de la transition énergétique et accompagner l'ensemble des acteurs de la région Aura. Nous sommes aujourd'hui à Clermont-Ferrand pour initier la 3e webconférence qui portera sur la qualité de l'air. Cyril, pour accompagner nos auditeurs, nous allons détailler ensemble les sujets que nous allons aborder. Nous allons parler tout d'abord de qualité de l'air, ensuite d'enjeux et enfin de solutions. Cyril, en quelques mots. Donc Cyril Besser, du coup moi je suis correspondant territorial pour Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'organisme en charge de la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui déploie un certain nombre d'outils pour évaluer la pollution de l'air et l'exposition des habitants de cette région. Merci Cyril. En quelques mots, peut-être présenter Atmo. Alors nous sommes présents déjà depuis longtemps, une quarantaine d'années. Nous avons un ancrage local fort et œuvrons à préserver la qualité de l'air auprès de nos partenaires, que sont les collectivités, les associations de protection de l'environnement, défense du consommateur, les services de l'État et même les industriels, que nous accompagnons sur ces sujets-là. Nous sommes également un organe de concertation et de sensibilisation du public sur ces sujets-là pour faire en sorte que la qualité de l'air soit mise en avant dans le débat public. Les villes concentrent les activités humaines, les axes de communication et donc la pollution atmosphérique. C'est pourquoi les habitants des agglomérations sont particulièrement exposés. Dans l'hypercentre et à proximité des axes de circulation, 2000 Clermontois sont encore trop exposés en 2016. Nous sommes donc tous exposés à une pollution de fond liée aux multiples activités humaines comme le transport, le chauffage, l'industrie ou l'agriculture. Mais en centre-ville, s'ajoute une pollution locale générée par le trafic routier. La hauteur et la proximité des immeubles freinent la circulation de l'air et accumulent la pollution dans certaines rues, appelées rues canyon. On peut néanmoins retrouver un air de meilleure qualité en s'éloignant des axes de circulation majeurs, en fréquentant des zones piétonnes et des espaces verts. Aussi, la pollution de l'air dégrade notre santé et notre patrimoine. Elle est par exemple responsable de 48 000 décès prématurés par an en France, soit 13 fois plus que les accidents de la route. Les gaz d'échappement des moteurs sont d'ailleurs considérés comme cancérigènes. Habiter près du trafic routier augmente l'asthme des enfants et les pathologies respiratoires et cardiovasculaires des personnes âgées. En 2016, 4,5 millions d'habitants du territoire rhône-alpin et près de 400 000 habitants du territoire auvergnat sont exposés à des niveaux de particules PM2,5 supérieurs aux valeurs recommandées par l'OMS. La pollution de l'air dégrade les monuments historiques, entraînant des coûts de restauration conséquents. Ainsi, le coût de la pollution pour l'État avoisine les 100 milliards d'euros par an. Cyril, on va aborder désormais notre premier thème. C'est quoi la qualité de l'air? De quoi parle-t-on quand on parle de qualité de l'air? Donc déjà, qu'est-ce que l'air? L'air est un mélange gazeux, donc composé principalement d'azote et d'oxygène, dont on a besoin pour respirer. Et puis, on a également 1% d'autres composés qui sont très variables, et c'est à l'intérieur de ces 1%, en quantité infime, qu'on va retrouver des polluants de l'air qui peuvent avoir des effets sur notre santé. Vous avez un chiffre à nous communiquer sur les polluants. Il y en existe beaucoup. On les mesure comment? Alors, il en existe énormément. On en mesure 200. On a des dispositifs qui permettent de suivre les quantités de polluants dans l'air de 200 espèces chimiques et particules à travers donc des stations de mesure qui fonctionnent en continu, et des outils numériques qui offrent la possibilité à tout à chacun d'avoir une information spatialisée de la pollution et connaître son exposition où qu'on soit au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, la pollution en France, ça coûte cher? Alors la pollution, la prise en charge de cette pollution et de l'impact donc de cette pollution sur la santé, sur la biodiversité, sur les cultures ou sur les bâtiments, ça coûte environ 97 milliards d'euros par an, soit en gros 1500 euros par habitant que l'on pourrait économiser si on était en capacité de réduire ces phénomènes de pollution. Aujourd'hui, tout citoyen peut vérifier la qualité de l'air de l'endroit où il habite. Il suffit de se rendre pour cela sur le site d'Atmo. Vous allez le trouver sur l'écran. Cyril, aujourd'hui, en France, comment évolue cette qualité de l'air?
Alors, contrairement peut-être aux idées reçues, la qualité de l'air évolue dans le bon sens, dans le sens où les polluants principalement émis par les activités humaines sont en réduction depuis une vingtaine d'années. On observe des réductions de l'ordre de 40 à 60% pour les principaux polluants primaires. Seul un polluant qui s'appelle l'ozone pose un peu plus de questions puisqu'il est très dépendant du changement climatique et on en reviendra un peu plus tard dans la conférence. C'est plutôt une bonne nouvelle et on explique cette baisse pour quelles raisons ? Bien, principalement par les efforts qui ont été conduits au niveau des différents secteurs d'activité, donc les industriels, les aspects transport, le logement a fait des efforts et a permis donc de réduire les consommations énergétiques et donc d'abaisser les émissions de polluants. Pourquoi est-ce qu'on doit faire attention à la qualité de l'air ? Quels sont les enjeux ? Eh bien, donc, la qualité de l'air concerne tout le monde, puisque tout le monde respire, et donc on va être à la frontière donc, de trois grands enjeux. L'enjeu sanitaire, le premier, bien évidemment, les enjeux liés à tout ce qui va être impact sur la biodiversité, et puis les enjeux au niveau du changement climatique, puisqu'en fonction des choix qui sont opérés sur cette thématique-là, on va pouvoir impacter la qualité de l'air. Nous allons maintenant voir les différents effets de pollution et on va commencer par la santé. Oui, il faut déjà savoir qu'on respire tous les jours 15 000 litres d'air. Donc c'est des quantités très importantes puisque en comparaison, on a besoin simplement d'1,5 litre d'eau pour vivre. Donc si cet air, il y a des quantités même toutes petites de polluants à l'intérieur, on va pouvoir être exposé. Donc il va falloir être très vigilant sur ces aspects sanitaires qui peuvent développer donc ensuite des maladies chroniques au niveau respiratoire notamment ou cardiovasculaire. Y a-t-il des incidences, des impacts sur la biodiversité, les cultures ? Alors également, les organismes végétaux, les organismes vivants qui nous accompagnent sur cette terre sont également sensibles à la pollution de l'air, et donc on peut avoir des effets donc sur les végétaux, notamment ça va perturber un petit peu comme nous la respiration des végétaux et donc altérer les rendements. Et en matière d'agriculture, c'est à peu près 3 milliards d'euros par an qui sont chiffrés en matière de réduction finalement de production liée à la pollution de l'air. On parle aussi d'effets sur les bâtiments, c'est vrai ? Oui, alors sur les bâtiments, c'est vrai. Alors dans certaines villes, ça se voit très fortement, puisque on va avoir des villes construites en calcaire, en pierre blanche, et bien la pollution, ça va se voir, ça va faire une croûte un petit peu noire dessus, et donc il va falloir ensuite mettre en place donc des moyens de nettoyer ces bâtiments, et ça coûte cher. Mais il faut savoir qu'on a également des altérations qui sont observées sur des villes plus noires, granitiques ou basaltiques. Et on a également ces phénomènes, et donc on chiffre à peu près également à 3 milliards d'euros les coûts annuels de prise en charge de ces nettoyages de bâtiments. Comment parler des conséquences de la qualité de l'air sans parler de climat ? Si les thématiques air et climat sont souvent traitées indépendamment l'une de l'autre, la pollution de l'air et le changement climatique sont deux problématiques étroitement liées. Tout à fait. Donc la qualité de l'air est un facteur aggravant du changement climatique dans le sens où les sources d'émissions des polluants atmosphériques dont on va s'intéresser pour les aspects sanitaires sont également les mêmes sources de pollution qu'on va retrouver pour les émissions de gaz à effet de serre qui vont altérer donc le climat. Il faut également avoir en tête que le changement climatique va aussi avoir un effet sur cette pollution de l'air puisqu'il va pouvoir rendre finalement des conditions plus favorables à la formation de certains polluants, et notamment l'ozone l'été, que l'on va retrouver en plus grande quantité du fait du réchauffement climatique. C'est bien souvent les activités humaines qui induisent une dégradation de la qualité d'air. Quelles sont-elles ? Alors, toutes les activités humaines sont susceptibles d'émettre des polluants dans l'atmosphère. Que ce soit les transports, que ce soit les logements, les industries, également l'agriculture. À partir du moment où il va y avoir combustion ou utilisation d'un certain nombre de produits volatiles, on va affecter l'atmosphère que l'on respire. Il existe des facteurs aggravants ? Tout à fait. Donc la météo est un des facteurs à la fois aggravants ou bénéfiques en matière de qualité de l'air, ça dépend comment on le prend. En effet, lorsqu'on va avoir des situations très stables de pression, on peut avoir une accumulation de la pollution. C'est ce qu'on retrouve souvent l'hiver, les anticyclones hivernaux, il fait très beau, il fait très froid, on se chauffe beaucoup et la pollution va rester sur place. À l'inverse, lorsqu'on va avoir un régime dépressionnaire, et donc de la pluie, du vent, des régimes d'ouest par chez nous, là la pollution va être complètement diluée et donc la qualité de l'air va s'améliorer. Il existe des sources de pollution d'origine naturelle, provenant de la végétation, de l'érosion du sol, des volcans,
ou des sables du Sahara, et on a vécu un épisode de cette nature l'hiver dernier. Nous allons maintenant aborder le second thème de notre présentation, qui concerne plutôt les actions que nous pouvons mener pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Cyril, comment peut-on agir efficacement sur des épisodes de pollution ? Alors, en cas d'épisodes de pollution, déjà, il faut savoir que les épisodes de pollution sont en diminution, comme la pollution chronique qu'on a abordée tout à l'heure. Ça diminue ces dernières années, c'est plutôt une bonne chose. Ça concerne quelques jours par an, donc 21 jours l'année dernière sur Auvergne-Rhône-Alpes. En cas de pic de pollution, Atmo a pour mission donc d'émettre une vigilance. Cette vigilance, elle a une couleur un petit peu à l'image de Météo France, et ensuite on transmet cette information à la préfecture qui, elle, peut déclencher une procédure qui va ensuite impacter la vie de chacun. Et donc tous les secteurs d'activité peuvent être concernés en cas de pic de pollution. On va demander des efforts aux industriels, aux particuliers, aux agriculteurs, au monde des carriers, par exemple, également, pour avoir une action qui soit efficace et la plus rapide possible pour abattre cette pollution. Concernant les particuliers, une des mesures les plus connues concerne la circulation différenciée, avec notamment les fameuses vignettes critères, notamment, et les abaissements de vitesse sur les grands axes. Cyril, concernant les entreprises et les collectivités, quelles mesures ? Alors, il y a différentes mesures qui sont prises, notamment des mesures incitatives qui vont aider finalement tout à chacun à avoir des bonnes pratiques. On parle de gratuité de transport dans certaines agglomérations. On va avoir également des accès facilités au vélo libre-service, faciliter également des mesures de télétravail dans les entreprises. Tout ça va concourir donc à réduire les déplacements et donc les émissions de polluants associés. Ceci démontre que nous avons aujourd'hui des actions collectives qui sont mises en place pour réduire l'ensemble de ces épisodes. À titre individuel, Cyril, quelques actions quotidiennes que l'on peut mener chacun chez soi ? Alors, bien évidemment, on peut agir au quotidien en changeant nos pratiques, pas en révolutionnant nos pratiques, mais en les changeant, que ce soit lors de nos déplacements, avec les modes de chauffage, également en fonction des produits que l'on va utiliser, et on va détailler tout cela juste après. Je comprends, Cyril. Faisons un tour d'horizon des thèmes que nous pouvons identifier, qui sont les secteurs d'activité en cause et les solutions que l'on peut apporter. On va peut-être commencer par la mobilité. Oui, la mobilité est responsable d'une quantité d'émissions de polluants, notamment d'oxyde d'azote. Près de 60% des émissions d'oxyde d'azote au niveau national sont issues des transports routiers, qui sont issues donc à la fois du moteur et des émissions à l'échappement que l'on va retrouver, mais aussi liées aux usures, au phénomène d'usure donc, et d'abrasion des freins, des plaquettes de freins et des pneumatiques. Donc pour agir dans le bon sens sur ces solutions, pour avoir des solutions, on va essayer d'abord de réduire finalement l'utilisation individuelle de la voiture, donc réduire l'autosolisme, donc pas être tout seul dans sa voiture en gros, et essayer d'avoir des approches un peu plus collectives, alors soit via les transports collectifs, soit via le développement du covoiturage ou de l'autopartage. On peut aussi réduire ces déplacements motorisés en utilisant des modes doux, modes actifs, donc le vélo, la marche à pied, en plus c'est bon pour la santé, on le détaillera ensuite. Ensuite, et enfin, on peut opérer un choix énergétique dans des véhicules qui sont utilisés en allant vers des motorisations ou des systèmes les moins polluants possibles. Les collectivités sont souvent impliquées dans ces mesures collectives. Vous avez quelques exemples à nous citer ? Oui, alors la première mesure qui sont souvent prises par les collectivités, ça va être l'utilisation de motorisations moins polluantes. Donc il y a des conversions de flottes vers des bus, par exemple des bus électriques, le développement de bus électriques. Il y a également à destination de tout à chacun le développement de bornes de recharge qui permettent de favoriser le passage justement du thermique à l'électrique. On a également tout ce qui est mode doux, bien évidemment, donc le développement de schémas cyclables ou de mise en place de bornes de vélo libre-service ou de plateformes de covoiturage. On l'a bien compris, il faut privilégier les modes doux, trottinette, vélo, marche à pied. Les possibilités sont multiples. Ces modes doux n'émettent pas de polluants dans l'air et sont très efficaces. Il faut savoir aussi qu'en ville, 6 km parcourus en vélo, c'est plus rapide qu'une voiture.
Cyril, quel bon geste adopter pour faire du sport? Au niveau, donc, l'activité sportive est généralement bénéfique pour la santé en général. Néanmoins, lorsqu'on va avoir une activité physique, on va augmenter sa capacité respiratoire et augmenter finalement la quantité d'air qu'on va avoir dans nos poumons. Et donc, s'il y a de la pollution, on va être plus exposé. Il faut donc faire du sport à la fois au bon endroit et au bon moment. Le bon moment pour faire du sport, en effet, ça va être de choisir un moment où il n'y a pas trop de pollution déjà, et donc éviter les journées de pic de pollution. Également, dans la journée, on peut éviter, par exemple, les moments de trafic intense, donc les heures de pointe du matin et du soir. Et puis, il faut faire attention, être également au bon endroit. Au bon endroit, ça veut dire se situer loin finalement des sources de pollution, donc loin des axes de circulation les plus importants, loin des principales zones d'activité, et donc on peut essayer de trouver des espaces verts. On a des espaces verts dans les villes pour, par exemple, faire son jogging. Ça nous permet de limiter l'exposition. Je pense que là, pour le coup, on a compris. Le sport, oui, au bon endroit et au bon moment. Cyril, en ce qui concerne les logements, des améliorations à prévoir? Oui, tout à fait. Il faut savoir déjà que dans le logement, donc on va avoir l'utilisation d'énergie pour se chauffer et pour produire de l'eau chaude, principalement. Et en fonction finalement des combustibles qui peuvent être utilisés, on va avoir des émissions dans l'atmosphère de polluants, que ce soit le combustible bois, fioul, gaz, tout ça, ça va concourir à émettre des polluants dans l'atmosphère. Et donc, pour améliorer les choses, déjà, l'énergie la moins chère, mais surtout la moins polluante, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, il va falloir agir sur la performance énergétique des logements. Et pour cela, on va avoir différentes options qui peuvent s'offrir à nous. Des options liées au comportement, donc en réduisant sa température de chauffage, par exemple, avec 19 degrés, par exemple, dans les pièces de vie, c'est suffisant. Il ne sert à rien de surchauffer, un peu moins dans les chambres. Et puis, on peut également travailler sur l'enveloppe du bâtiment, l'isolation, les fenêtres, les ouvrants, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'air qui passe et qui vienne refroidir ou réchauffer le logement l'été. Cyril, quelles sont les aides mises en place par l'État pour améliorer notre habitat? Alors, il y a des aides en effet au niveau national, avec notamment MaPrimeRénov', qui est un dispositif qui touche tout le monde en fonction des conditions de revenus. Et puis, les collectivités locales sont également emparées du sujet et proposent donc un certain nombre d'aides pour améliorer l'isolation du logement. Donc il y a souvent des primes pour isoler les logements. Et puis également le développement de ce qu'on appelle les plateformes de rénovation énergétique sur les territoires. Ces plateformes sont des outils qui permettent tout à chacun finalement d'avoir la bonne information pour l'aider dans son projet de rénovation et d'amélioration de l'habitat. Le Crédit Agricole est parmi les premières banques à proposer l'éco-prêt à taux zéro pour faciliter notamment le financement de ces travaux. Nos conseillers vous accompagneront dans vos projets de rénovation. Aujourd'hui, concernant les moyens de chauffage, sont-ils responsables de la mauvaise qualité de l'air chez nous? Alors oui, le chauffage peut contribuer fortement à la dégradation de la qualité de l'air, notamment donc l'hiver lorsqu'on se chauffe et lorsque les conditions météo sont défavorables. Notamment le chauffage au bois, lui, est responsable de près de 70 à 80% des émissions de particules fines sur nos territoires. Quand je parle de chauffage au bois, je parle de chauffage au bois individuel, de mauvaise qualité, ancienne génération, c'est-à-dire les foyers ouverts ou les vieux poêles à bois qui sont peu efficients en matière énergétique. Comment est-ce qu'on peut améliorer cela? Alors déjà, il y a des bonnes pratiques à adopter lorsqu'on va se chauffer. Utiliser pour le bois du bois de bonne qualité. Il y a des bois labellisés qui existent, qui garantissent finalement un taux d'humidité satisfaisant pour la combustion. On va également devoir faire attention à l'entretien de son conduit ou de son système de chauffage. Et puis pour aller plus loin, en fonction de l'âge de son dispositif, on peut réfléchir également à changer son moyen de chauffage au bois en privilégiant des appareils performants, labellisés flamme verte, qui vont vous permettre de limiter votre impact sur la qualité de l'air et aussi de faire de grosses économies puisque vous allez consommer moins de bois. On le voit avec ces bonnes pratiques, du coup on améliore la qualité de l'air. Cyril, on a des aides pour accompagner les particuliers qui souhaitent changer leur chauffage?
Tout à fait. Donc, comme pour l'isolation, on va avoir des aides au niveau national avec le dispositif MaPrimeRénov'. Et puis, les territoires se sont saisis de ces sujets-là et vont œuvrer pour le développement de ce qu'on appelle des fonds air bois ou fonds air chauffage en fonction des territoires qui vont permettre d'apporter un coup de pouce financier supplémentaire pour changer son chauffage. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps dans les locaux. Il y a des petites choses qu'il faut faire ou qu'il faut savoir? Alors il faut savoir qu'en effet qu'on passe près de 80% du temps dans des espaces clos, que ce soit au travail, chez soi, dans la voiture. Et donc forcément on y est exposé plus longtemps et donc potentiellement plus intensément à des phénomènes de pollution. Surtout que ces locaux peuvent avoir des pollutions spécifiques en fonction des choix, des matériaux et des activités qu'on va pouvoir exercer dans ces locaux. Est-ce qu'on a un moyen pour améliorer la qualité de l'air que l'on respire? Alors oui, il y a 2 grands leviers d'action pour l'air intérieur. L'avantage, c'est que ce sont des leviers d'action qui sont relativement simples à mettre en place. Le premier, ça va être tout ce qui est phénomène de ventilation et d'aération. Il faut bien penser à renouveler l'air chez soi. On préconise 20 minutes d'aération chez soi, en général en 2 fois dans la journée, donc il faut bien aérer. Et puis il faut faire attention donc à différents matériaux que l'on va mettre en œuvre chez soi, qui peuvent être source de pollution ou finalement les produits qu'on va utiliser. Du coup, vous avez peut-être quelques petits conseils à nous donner quand on est chez soi et de choses à éviter? Alors oui, il y a certaines mauvaises pratiques que l'on a, notamment l'utilisation de bougies ou de produits désodorisants. Ces produits vont apporter finalement des polluants, qu'on appelle des composés organiques volatiles, des particules fines dans l'air, et donc ça va altérer finalement l'air de nos logements. Il faut faire attention également donc à la composition des produits qu'on va utiliser, les produits d'entretien qu'on va utiliser. Lorsqu'on a des produits avec un nombre important de composés différents, faut être peut-être vigilant et privilégier des solutions simples, le vinaigre, le savon noir, les choses comme ça, qui sont moins émissifs. Et puis il y a également des labels sur ces produits-là. Et puis l'action à mener avant tout, c'est pour les gens qui qui fument, donc éviter de fumer bien évidemment dans les logements. On parle aussi parfois de meubles qui peuvent jouer sur la qualité de l'air. C'est vrai, qu'en est-il? Oui, les matériaux, donc les meubles, les matériaux, enfin la composition finalement des meubles peut altérer la qualité de l'air, puisque certains bois, notamment les bois agglomérés, ont de la colle finalement à l'intérieur de ces meubles, et cette colle peut générer des émissions de polluants. Donc il faut privilégier là des produits plutôt bruts ou des produits également labellisés sans polluants émis dans l'air. Donc il y a des labels qui existent. Allergie, qualité de l'air, un lien entre les deux? Oui, les allergènes sont considérés comme des polluants de l'air parce qu'ils vont avoir des effets sur la santé. Lorsqu'on est dans son atmosphère intérieure, les principaux allergènes que l'on va rencontrer, ce sont les moisissures qui peuvent se développer dès lors que le taux d'humidité dans le logement va être important. Ces moisissures vont libérer un certain nombre de toxines dans l'air. Et puis il y a également les acariens, qu'on va retrouver chez nos amis les animaux de compagnie, qu'on peut retrouver aussi lorsque le logement est peu nettoyé. Si on a la chance d'avoir un jardin, on a quelques pratiques à respecter ou bonnes pratiques à adopter? Tout à fait. Alors dans le jardin, la principale mesure à adopter, c'est essayer donc de ne pas brûler ses déchets verts. C'est interdit d'ailleurs pour les particuliers de brûler les déchets verts dans son jardin. Il faut privilégier l'apport finalement de ces déchets verts en déchetterie, même en parcourant quelques kilomètres. C'est bien plus favorable pour la qualité de l'air d'apporter finalement ces déchets verts en déchetterie que de vouloir les brûler dans son jardin, puisque là on va avoir des émissions de particules fines notamment très importantes. Et puis, on peut aussi penser à l'utilisation des produits phytosanitaires qui sont également aujourd'hui interdites. Donc, ne pas vouloir faire forcément les fonds de tiroir et les fonds de cuve chez soi et éviter d'utiliser ces produits et les ramener en jardinerie.
Merci Cyril pour toutes ces explications. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui grâce à vous. Je remercie également tous les auditeurs connectés et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conférence sur la thématique de la transition énergétique. Retrouvez tous les bons gestes pour la qualité de l'air sur la plateforme Air Attitude. Cette plateforme vous permettra également d'évaluer l'impact de ces bons gestes sur votre air au quotidien. Chaque jour, Julien se rend au travail à vélo et cette pratique quotidienne a un impact positif sur la qualité de l'air. Cette pratique est référencée dans la plateforme Air Attitude. Et Julien n'est pas seul à s'engager. Martin, Claire, Walid, Mathieu, Victor prennent eux aussi leur vélo pour aller travailler et le font savoir sur la plateforme. Leur contribution permet d'évaluer les quantités de polluants, de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie évitée. Ils peuvent ainsi connaître l'impact concret de leur action. D'autres actions sont recensées. Mobilité, chauffage, déchets ou encore consommation. Tous ceux qui agissent, citoyens comme organisations, sont réunis sur la plateforme Air Attitude car ils contribuent concrètement à améliorer la qualité de l'air et notre environnement.